Alors, donc le téléviseur est cassé. Ah, oui, mais les ondes, elles. Les ondes sont encore là. L'information contenue dans les ondes hertziennes sont toujours là, même si le téléviseur est caqué. Non mais, vous avez un problème de panne, vous le réparez, ça marche, d'accord? Et j'en viens au quoi? Devinez tous, au cerveau. Eh oui, mes enfants, c'est un téléviseur éminemment sophistiqué. Et lui aussi, il reçoit des ondes. Il reçoit des ondes d'information. Regardez avec cette mine virginale. Ça, c'est une coupe sagittale du cerveau. Eh bien, j'ai dessiné des ondes d'information. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte Girard? Bon, les ondes hertziennes, la télévision, Foucault, machin, ou Cyril Hanouna, d'accord. Mais là, c'est des trucs là. Au moment où je vous parle, j'émets des sons qui se propagent à 320 mètres secondes à 20 degrés dans l'espace. La belle affaire. Ce n'est pas seulement des sons seulement que je vous envoie. Ces sons, c'est une prétention débile, ont une signification. C'est ce qu'on appelle une information. Bonsoir Jean-Pierre Girard. Bonsoir. Bien que vous tordiez des barres de fer, de métal, d'alliage aussi, vous m'avez donné du fil à retordre, sans faire de jeu de mots, parce que pour vous introduire, je vais juste donner le sentiment que vous me donnez. Enfin, globalement, la machine à rêve hollywoodienne invente des super-héros avec des super-pouvoirs. Et vous démontrez que, d'une certaine façon, on peut tous être ces super-héros, et pourtant on préfère croire au rêve hollywoodien alors que le réel nous donne des surprises aussi fantasques que ce qu'on voit au cinéma. Bien que ce soit moins spectaculaire, mais quand même très intéressant, parce qu'on peut agir sur nous, sur notre santé, on va voir ça tout le long. Donc j'aimerais juste que, rapidement, si vous pouviez définir ce qu'est la psychométrie, parce que vous parlez beaucoup de ça dans votre conférence. Alors, je parle de la psychométrie, je parle aussi, ce qui a été mon moteur un peu jusqu'alors, depuis les années 1974, de la psychokinèse, de l'action de l'esprit sur la matière. Je dirais que la psychométrie, elle s'inscrit dans les phénomènes sensibles, qu'on va dire d'ordre psychique, plus que dans les phénomènes diphysiques. Alors qu'en fait, une séparation un peu arbitraire, parce que ces phénomènes ont une même origine, ça procède à des états mentaux particuliers pour pouvoir les manifester. Disons que la psychométrie dont on parlera, c'est peut-être un des éléments utiles, pratiques, que la parapsychologie nous apporte, met à notre disposition. Mais surtout, mon parcours de vie est lié à cette lutte pour faire reconnaître la psychokinèse, qui est l'action de l'esprit sur la matière, et par extension naturelle, sur le vivant. Si au cinéma, on arrive à croire à des effets spéciaux, on paye pour voir ces mensonges. Vous parlez d'une réalité qui a été prouvée sous contrôle scientifique, avec des prestidigitateurs qui étaient là pour voir s'il n'y avait pas de trucs, et ça depuis des années. Et encore aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des résistances et des détracteurs à ce sujet-là en disant « Non, non, il y a forcément un truc, on ne sait pas encore quoi, mais on va le découvrir ». Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Mais bien sûr, et c'est tout à fait, je dirais, normal. Vous cautionnez, en plus? Ben oui, je cautionne cette attitude. Mais j'en souffre, bien évidemment. Je la cautionne parce que je la comprends. Évidemment qu'elle me fait mal. Mais j'ai compris depuis fort longtemps que c'est un domaine où on ne pourrait pas convaincre toute la planète. C'est clair. L'eau va changer de nature de façon étonnante. Elle va devenir solide à moins 2 degrés. Et elle va devenir en phase gazeuse à plus 100 degrés. La belle affaire. À chaque fois, il s'est passé une petite différence de température. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Oui, mais cette eau, elle a changé de nature, elle, par contre. Rendez compte, un liquide devient solide ou il devient gazeux. Les phénomènes psy, la parapsychologie, c'est ce pas-là qui est à franchir. Ne croyez pas qu'il faut être investi de je ne sais qui, de je ne sais quoi. C'est notre attitude mentale avec ces castrats que nous avons volontairement et involontairement depuis des années que nous traînons avec nous, qui fait que cette approche de cette sensibilité psychophysiologique particulière que sont les phénomènes psy
ne nous sont pas accessibles. Est-ce que j'essaie là aussi de vous communiquer le fait que c'est vraiment, et c'est ce que nous voyons dans les stages, c'est un petit pas à franchir, un petit pas à franchir. Mais comme l'eau, vous allez changer la nature des choses. Il y a les personnes qui sont d'une crédulité absolue, exagérée, même sans rien voir, ils croient en tout et n'importe quoi. Et puis il y a ceux qui, de toute façon, sont absolument fermés à toute possibilité que ces phénomènes existent. Et il y a quelques décennies, je cherchais à les convaincre, bien évidemment. Je cherchais. C'est impossible, impossible. Et pourquoi c'est impossible? Parce que ces gens-là sont de bonne foi. Mais il n'y a rien de plus terrible que la bonne foi. Parce qu'ils sont sincères dans leur démarche. Ils n'admettent pas dans leur champ de conscience, ils n'admettent pas que ces phénomènes soient possibles. Donc ce sont des lutteurs pour que la vérité éclate et que tout cela, au fond, n'est qu'une illusion. Moi, j'appelle ça de l'obscurantisme. Dans le passé, ça a été le cas avec la religion. Lorsque les débuts de la découverte des sciences étaient là, on passait pour un hérétique. Aujourd'hui, c'est une autre façon, un autre niveau de nier aussi les évidences. Puisque vous parlez aussi de recherches scientifiques réelles et récentes, en plus. Vous le prouvez. Oui, ça peut vous paraître là aussi paradoxal, même par rapport à ce que vous avez répondu tout de suite. Non seulement je les comprends, et je participe un petit peu à cela en disant, mais c'est pas un phénomène qui s'inscrit naturellement, je parle sur l'esprit, sur la matière, ou des phénomènes plus subtils qui commencent à être mieux acceptés, disons, comme la télépathie par exemple. Mais je dirais simplement que ça rentre tellement peu dans leur champ de conscience qu'on peut comprendre qu'ils aient ce que vous appelez l'obscurantisme. Ça veut dire l'obscurantisme, je répète, c'est la bonne foi. On ne peut pas lutter contre la bonne foi. Parce que ces gens-là sont d'une sincérité absolue. Par contre, comme je le dis volontiers, qu'on soit dans un doute raisonnable, parce que la société ne nous a pas accoutumés à appréhender ces phénomènes, ne nous a pas accoutumés qu'il existait une démarche scientifique. Une autre réalité aussi. Oui, une autre réalité que celle qui nous environne, que celle qu'on nous inflige, ou celle qu'on nous suggère comme étant des billevesées ou vraiment des trucages très sophistiqués, mais des trucages quand même. D'ailleurs, vous faites un parallèle et vous expliquez, je vous cite, qu'il y a dans notre éducation une sorte de castration à la psychométrie, une castration d'éducation. Oui, mais encore une fois, j'étais long avant de... J'étais un peu révolté. Je dis, mais voilà les travaux, il y a une publication, j'ai eu des articles dans un news magazine, dans Paris Match, sur 3 pages, quand même 3 pages dans Paris Match, et la partie document, donc la partie la plus sérieuse, ou dans VSD ou dans d'autres revues. J'ai des émissions sur TF1 à heure de grande audience en prime time, où il y a des scientifiques qui viennent témoigner en disant, nous n'étions pas convaincus. Nous avons observé, nous avons étudié, et nous mettons au défi des illusionnistes, parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment reproduire ces phénomènes que nous propose Girard, à travers des tubes de verre scellés, cachetés à la cire, qu'on lui amène au dernier moment, sur des barreaux contrôlés, dans lesquels on a introduit des défauts microscopiques, pour être sûr que c'est bien la barre en question qui est toujours dans le tube scellé, auquel Jean-Pierre n'a jamais été en contact avec, physiquement, que c'est bien cette barre-là qui est modifiée. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus. Alors, parce que ce sont des expérimentateurs qui ont le vécu de l'observation. Mais ceux qui ne l'ont pas, ils diront toujours « Oh, nos confrères, quels naïfs, mais ils se sont fait avoir. Mais Girard est un charlatan. Comment peut se faire avoir? Ah, des illusionnistes qui l'ont contrôlé, mais ils sont à la solde de Girard. » J'ai tout entendu. Le professeur Hans Bender fait expertiser dans son laboratoire le cas Jean-Pierre Girard par l'illusionniste américain William Cox. L'expérience a été filmée par la télévision allemande DWR. La barre donnée à Jean-Pierre Girard a été fabriquée et contrôlée dans les laboratoires de la société Péchinet. Sa résistance et son diamètre ont été choisis pour qu'elle soit intordable, même avec la force des 2 bras réunis. À l'issue de la séance, l'illusionniste Cox a déclaré qu'aucun trucage connu de lui ne pouvait expliquer ce qu'il avait vu, et que la réalité du phénomène de psychokinèse
ne faisait pour lui absolument aucun doute. Donc, soit ils sont de votre côté, ils manigancent avec vous, soit ils sont incompétents dans leur domaine. Oui, C'est et de ça qu'ils sont puis, et traités. puis que les illusionnistes qui ont été commis sont plus ou moins des complices, des compères avec moi. Alors, moi je me souviens d'un groupe de scientifiques qui m'a dit, le jour où on va évoquer cela, nous saurons que nous sommes vraiment dans un travail sérieux, parce que c'est plus vous qui serez attaqué, Jean-Pierre en tant que personne, ce sera nous. Et comme nous savons ce que nous avons fait, nous avons la certitude de nos protocoles, on s'est entouré, vous le savez Jean-Pierre, avec des magiciens, tout ça, sur lesquels au début, c'est vrai que vous étiez un peu stressé quand même, parce que, et en fait, ça s'est passé merveilleusement. Ce sont des gens qui ont fait, et je les loue, ces magiciens qui ont pris ces responsabilités. Ça paraît paradoxal, vous allez me dire, ils louent des magiciens qui sont venus le contrôler, qui ont pris la responsabilité. Oui, pourquoi ? Leurs confrères magiciens, du moment où ils ont été commis comme contrôleurs, comme experts, soit pour la télévision, soit pour la mise en œuvre des protocoles de laboratoire, ont été complètement fustigés par leurs confrères magiciens. On va dire, comment tu peux te rendre complice, comment tu peux attester les phénomènes de Jean-Pierre, mais comment, c'est incroyable. Et je me souviens d'un des magiciens, beaucoup plus tard nous sommes devenus amis d'ailleurs, vraiment avec son épouse aussi qui était magicienne et qui faisait des tournées internationales. Hein. C'était des grands magiciens, des maîtres. Dans leur domaine, on les appelle des maîtres magiciens. Eh bien, il avait ouvert un magasin de magie. Il y a eu des fausses commandes de ses confrères, des commandes bidons. Il y a eu des saccages. Il y a eu sa voiture qui a des pneus crevés devant son domicile et tout. Que Jean-Pierre Girard va tenter une expérience de psychocinèse en présence de maître Robert Sochard, huissier de justice, et de monsieur Ranqui, illusionniste. J'ai testé 12 barreaux dont j'ai vérifié la résistance. Ben moi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai essayé de plier ces barreaux. Ces 12 barreaux. Il n'y a aucun trucage de montage dans cette séquence. Non, pas du tout. C'est Jean-Pierre Girard qui nous a donné le top du départ, juste avant le moment important de l'expérience qui va arriver. Vous allez voir, il y a un changement de cadre. Vous avez tourné en tout 3 quarts d'heure et c'est lui qui donne le top. C'est ça, on a tourné 3 quarts d'heure, on s'est arrêté 1 heure. Évidemment, Il s'est concentré et il nous donne le top de départ, vous allez le voir. On entend, il est haletant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Impossible. Ouais, je vais essayer de continuer. Je peux la modifier encore plus. Ah, je peux pas plus, là, je crois. Monsieur Ranqui, que pensez-vous de ce qui vient de se passer? Toutes les précautions ont été prises à mon niveau et ce que je peux attester, je suis formel. Jean-Pierre Girard n'a pas employé de technique connue en illusionnisme actuellement. Il faut savoir que c'est un domaine qui ne laisse pas indifférent, on l'a compris, mais qui en plus va rendre virulent, méchant. C'est ça qui est incroyable. On peut ne pas être d'accord avec une discipline, une théorie en physique ou je ne sais quoi, mais là, c'est vraiment une attitude méchante. Moi, mesquine, traité de escroc, etc. Ça peut être puni par la loi. C'est des milliers d'euros, les diffamations. N'empêche que vous faites tout en plus pour démonter certaines théories. Moi, dans votre conférence, j'ai noté par exemple, vous êtes un des rares à avoir totalement expliqué, ou du moins démystifié, la combustion spontanée. Ça, c'est quelque chose qui était mystérieux. Vous ne l'avez pas mystifié. Au contraire, vous avez trouvé des explications. Et même les Américains aujourd'hui vous louent justement par rapport à cette découverte. Ça n'a pas apporté, comment dire, un peu plus de crédibilité en disant non seulement il faut le croire, mais en plus il démontre des choses qu'on n'arrivait pas à expliquer avant, grâce à votre centre d'ailleurs. Notre vocation à l'Institut, c'est d'essayer de trouver l'origine des phénomènes. On s'est aperçu que c'était des femmes, qu'elles étaient isolées. La plupart, il y a un homme, près d'un foyer en ignition, près d'un lieu où il y a quelque chose qui brûle. Alors,
Moi, s'il y a un charbon qui vient me toucher, qu'est-ce que je fais? Je réagis. Donc, il semblerait, frappé au coin du bon sens, que ces gens-là étaient ou dans le coma et déjà décédés. Et alors, c'est pas spontané. Ça dure des heures et des heures. Ces gens-là étaient des gens isolés. On a constaté, parce qu'ils ne se manifestaient plus, là, le corps, exactement comme dans un four crématoire, ça correspond à 1900 degrés. Les os sont en poudre. 1900 degrés. Donc, c'est prouvé qu'il y a une combustion très lente, une alimentation en oxygène qui est faible, et comme disent les pompiers à qui j'en ai parlé, ça mouronne. Ils reviennent sur un lieu d'incendie comme des poutres, par exemple. Les poutres peuvent brûler plusieurs jours. On a beau les arroser, mais le cœur de la poutre est toujours bon. Et ils reviennent pour éviter qu'il y ait de nouveau un départ de feu. On a pris des animaux morts, rassurons-nous. On a pris des animaux, des membres d'animaux, on les a habillés. On a refait les mêmes circonstances, un charbon qui vient les frapper en ignition, et on a cette même combustion. La partie qui n'est pas habillée reste intacte, et la partie qui se consume lentement est en poudre carrément. Voilà. Et nous avons communiqué nos informations à nos amis américains, qui ont des documents qui parlent toujours des combustions spontanées, et qui maintenant donc, nous rendent hommage en disant « nous pouvons maintenant dire que ce n'est pas du tout comme cela que ça s'est passé ». Mais vous savez, il y a un phénomène qui a été bien décrit par un nommé psychologue Fetzinger en 1974, qui appelle ça la dissonance cognitive. C'est-à-dire placé devant quelque chose que notre conscient ne peut préhender, il y a une espèce de dichotomie entre... Et on va imaginer des scénarios complètement, mais alors plus fantastiques que le phénomène lui-même, pour s'écarter de la réalité des phénomènes. Pour dire oui, mais non, une fois il y a un magicien critique qui dit oui, mais Jean-Pierre, il a peut-être utilisé des lasers sous chaque bras, un truc comme ça. Alors là, les scientifiques ont rigolé. Science-fiction, Donc on est prêt à imaginer les choses. C'est très curieux parce que il y a très peu d'expériences scientifiques où on sent la nécessité de s'entourer de magiciens pour contrôler ce qu'on fait. Pour contrôler le protocole des scientifiques et l'attitude de Girard. Quoi. C'est invraisemblable. C'est l'une des deux seules disciplines qui est aussi attaquée, qui est aussi... Alors, bon, c'est comme cela. Je ne prétends pas changer la psychologie comportementale de ces gens-là. Ce que je dis simplement, il faut faire ce que j'ai fait depuis de nombreuses années, c'est avancer avec le plus possible de sérénité. On y ajoute même de l'humour, comme vous l'avez vu à cette conférence. Oui, c'est vrai. Parce que je crois que le but n'est plus pour moi de convaincre, c'est de montrer, vous avez d'échanger, dépassé ce cadre-là. partager. Ouais. C'est pas facile, bien sûr, parce que sur le net maintenant, il y a des choses qui sont... ouais, mais c'est pas grave, parce que je vois que les vidéos... finalement circulent, il y a des 100 000 vues, il y a tout ça, et je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un personnage politique, et tout, etc. À mon niveau, je trouve que... Mais justement, c'est ce que je disais au début, vous êtes peut-être assimilé où là où on se dit, finalement, on va avoir des super-héros au cinéma qui ont des pouvoirs, et là on a quelqu'un qui a réellement des pouvoirs. C'est peut-être ça qui fascine, quelque part. C'est l'aspect réel de la chose. C'est comme ça que j'explique les choses, de mon côté. Non, mais votre explication est recevable parce que vous avez d'un côté ceux qui regardent les vidéos en disant pipeau, et puis ceux qui disent bon, c'est bien, c'est content, ça avance, on voit bien que. Et puis qui découvrent aussi le personnage. Ils disent finalement, Jean-Pierre, c'est un être qui est comme tout le monde, il a eu un parcours de vie qui n'est pas évident, et puis au fond, il ne se la pète pas, comme disent les jeunes. Voilà. Et moi, on est toujours surpris quand on me téléphone, je suis disponible. Avant de venir dans la voiture, j'ai arrêté la voiture, j'ai un coup de téléphone qui a duré 3 quarts d'heure. Je confirme. On a communiqué avant cette interview et ça s'est très très bien passé. Je suis disponible. Vous avez pris le temps, justement. Oui. On dit passez-moi votre secrétaire ou passez-moi, etc. Mais je suis Jean-Pierre. Mais des fois, il faut que je me bagarre. Mais je suis Jean-Pierre Girard. Écoutez, je suis disponible, je suis heureux de vous entendre. Sur quoi on peut échanger, quoi. Et ça, c'est pas, vous l'avez compris, c'est naturel. Chez moi, j'ai aucun effort à faire. Et vous aimez le contact avec les gens, les publics, en général l'humain. Et sans contact, moi, je meurs. J'aimerais qu'on parle, si vous voulez, du volet de la santé. Parce que agir sur la matière, c'est une chose.
Mais vous dites, je vous cite encore une fois, j'aimerais que la psychométrie serve aux personnes au quotidien. Et donc ça passe, vous dites qu'on peut communiquer avec ses propres cellules, dans vos termes, pour leur demander d'être un peu plus sympa avec nous. Donc, alors, ce sont toujours des images que j'emploie. Mais vous ne l'aurez pas. Moi, ce que je m'attache, c'est que cette parapsychologie, elle vous soit utile au quotidien. C'est qu'elle vous soit utile au quotidien. Qu'est-ce qu'on a à vous faire de la parapsychologie si ce n'est pas pour être cet élément subtil qui va vous faire que vous avez dans la vie un plus par rapport à vos contemporains? On n'a rien à faire. Vous allez faire tourner des petits trucs, là, machin. Pour ceux qui ont vu les vidéos, la plupart d'entre vous, vous avez vu mes vidéos sur YouTube. Et alors, c'est bien, c'est sympathique. Il y en a que ça fait... Voilà, il y en a que ça motivé pour venir demain nous rencontrer. Ben, c'est parfait. Mais c'est au-delà. Moi, ce que je m'attache maintenant, c'est vraiment à rendre ce psy utile pour vous dans le quotidien. Alors voilà, ces fameux centrioles, bon, on verra ça un autre jour, mais c'est étonnant, c'est la vocation de ces centrioles. Et c'est vraiment une intelligence que nous avons dans chaque cellule. C'est-à-dire, ces centrioles, nous en avons partout, des doigts de pied aux cheveux, nous en avons dans les neurones, nous en avons dans les cellules gliales, enfin qui entourent les neurones, nous en avons partout. Et c'est un outil de communication extraordinaire qui va du cerveau au doigt de pied. C'est pour ça, on le verra au stage, quand nous sommes dans un état un peu, voilà, bon, pas très, très top, que parler à ces cellules, c'est pas une illusion d'optique, hein, mes enfants. Hein. Parler à ces cellules, en les visualisant et tout, etc. Parce que l'information circule. Et on peut modifier le comportement de ces cellules. Et les rendre un peu plus sympas. Et j'ai vu même dans des cellules néoplasiques où les patients se sont aidés à se sortir de leurs problèmes en jouant sur les défenseurs, les lymphocytes T, pour les stimuler et en même temps... Ah non, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que vous dites qu'on peut, dans une démarche psychique adaptée, être une aide, quelles que soient les thérapeutiques qu'on ait choisies. Bon, cela dit, il y a d'autres disciplines thérapeutiques qui évoquent aussi ce langage que nous avons avec nos cellules. Je ne suis pas novateur en la question, et je suis très heureux d'ailleurs, parce que plus de personnes dans des domaines un peu voisins, similaires, concourent à cette notion, cette perception que nous devons avoir de l'intima complet que nous avons dans notre corps, de toutes les cellules qui nous composent, et à un moment donné, ces cellules qui sont ou traumatisées, ou dans un état donc, de pathologie qui grève notre santé, c'est formidable de savoir qu'il y a d'autres disciplines qui, avec beaucoup de, là aussi, d'humanisme, proposent des approches, c'est sympa. Alors l'approche que je propose, elle n'est pas inintéressante, comme d'autres ne sont pas inintéressantes. Elle concourt à essayer d'apporter à nos contemporains un plus par rapport à la gestion de leur santé. Comment? Il se trouve que courber des barres, déplacer des objets, agir sur des bactéries comme je l'ai fait à distance, à 2 mètres, dans des éprouvettes, etc. Tout ça, c'est sympathique, mais ça signale qu'on peut faire autre chose. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans mon parcours de recherche et de travaux, c'est l'aspect donc de la psyché sur le vivant. Parce que la parapsychologie, ces lettres de noblesse, sont bien sûr dans la démonstration qu'en la matière. C'était le coup d'assommoir qui a fait que toute personne qui étudie ces travaux qui sont déposés, qui font l'objet donc de publications, se dit « Ah, bon, je le prends en compte ou je le nie, mais je suis obligé de ne pas rester indifférent. » Sous contrôle rigoureux. Ah ben oui, non, les expériences qui ont été publiées, vous comprenez bien, qui sont contresignées, dont une qui est contresignée par l'Académie des sciences, c'est vraiment qu'il y avait le super évidence. Surtout quand ce président lui-même, il ne l'a pas cité parce qu'en général, on ne le fait pas dans une publication, quand lui-même a vécu une expérience lui-même, pendant une expérience que je produisais moi-même. Alors, passons. Ce qui m'intéresse, en fait, quand j'organise des stages, quand je fais des conférences, c'est de faire partager cette connaissance, sauf que va s'ajouter un élément vraiment très important pour le déclenchement d'une attitude, disons, paranormale, c'est celui de passer de la croyance à l'évidence.
Alors chez moi, on entendra souvent répéter ça, le mot de l'évidence. Vous le dites d'ailleurs, il ne suffit pas d'y croire. Je ne sais pas si je d'y croire. C'est un pont préalable. C'est un préalable. Ça aide si on y croit déjà. Mais ça ne suffit pas. Ben, c'est-à-dire une croyance suffisamment établie, pas seulement avec le moindre doute qui nous interpelle, une croyance solide, on va dire la foi, la croyance du charbonnier. Notre esprit a besoin de rationalité. Avant d'aller dans le sensible, il a besoin de rationnel. Le cerveau gauche, cet outil, évidemment, on a dit pique-pente sur le cerveau gauche, mais on en a besoin, mes amis. Ça nous permet une vie sociétale. Ça nous permet aussi, si vous voulez, d'avoir, quand on aborde notamment ce dont je vous parle, ça nous permet d'avoir, là aussi, un raisonnement attentif, un raisonnement rationnel qui nous dit, mais au fond, oui, j'y crois. Oui, d'accord, j'y crois. Ah. C'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Il faut être sûr que cette croyance que vous avez, elle est vraiment étayée. Lui, il a besoin de quelque chose de solide. Pour qu'ensuite, ça ait été distribué, le service après-vente soit distribué auprès des étages différents de conscience, que sont le cerveau droit, mais là aussi c'est un abus de propos. On a découvert les vertus très différentes en 1947 du cerveau droit, mais il n'y a pas tant de différence qu'on le suggère. C'est un élément nouveau, relativement nouveau en science, quand on parle de quelques décennies, c'est assez nouveau, sur ce rôle du cerveau droit. Mais il a un rôle effectivement plus, un rôle plus cool, on va dire, mais c'est surtout ensuite l'étage en dessous qui nous intéresse. C'est le chef d'orchestre, là, qui est en dessous. C'est le limbique. Non, c'est pas suffisant. C'est ce plus qui fait qu'on n'est même plus à être dans la croyance. C'est naturel, c'est évident. Un peu comme lorsque je rentre chez moi, je n'ai aucun doute que quand je vais appuyer sur l'interrupteur, la lumière va s'éclairer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Là, c'est ce type d'évidence qu'il faut avoir. C'est se convaincre à ce point-là. Et même à la limite, quand on fait du psy, eh ben, peut-être que vous rentrerez chez vous, vous allez faire le geste, sans avoir touché l'interrupteur, ça va s'allumer. C'est extraordinaire. Si. Je ne parle pas seulement mon exemple, mais j'ai des exemples de gens qui me disent « Ah, ça m'est arrivé l'autre jour. J'ai dit, je vais allumer la télé. Je n'avais même pas saisi encore la télécommande, la télé s'allume. » Parce qu'il était déjà dans un schéma mental où il avait un petit peu travaillé, ses petits trucs, ses petits machins. Et il avait ce petit plus que j'ai cité tout à l'heure dans la conférence sur l'eau qui va changer d'état avec une différence de degré pas très importante. Du gel à moins 2 degrés, donc où elle va passer solide, ou la phase gazeuse à 100 degrés. Donc c'est ça les phénomènes de psy, c'est ça la sensibilité pour étudier l'action qu'on peut avoir. Au quotidien, la psyché, le pouvoir de la psyché, de la psyché, pardon. Est-ce que on peut dire, il nous est tous arrivé à un moment donné de tourner le regard vers une personne dans une foule, et cette personne, noyée dans la foule, se retourne et tombe pile poil sur vous, comme si elle savait que vous étiez en train de l'observer. Est-ce que ce fluide du regard sur la nuque de quelqu'un est déjà une preuve manifeste de votre psyché? On est là-dedans. Tout à fait. C'est une preuve subtile. C'est une preuve subtile, souvent involontaire, justement, où le mental ne va pas se greffer, etc. Oui. On le fait des fois sans calcul, de façon un peu comme ça, cool, on va dire. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que précisément, vous n'êtes pas dans une obligation de résultat. Vous êtes là, vous regardez la personne, et puis au fond, ça dépasse vraiment une mentalisation tout à fait formalisée. Dire, tiens, j'en veux bien voir qui c'est, là, ça m'interpelle, j'en veux bien voir qui c'est. Sans plus, comme ça. Et la personne va à ce moment-là se retourner. Et pourquoi elle se retourne d'autant? C'est qu'elle est en disponibilité psychique. Souvent, ça se passe dans un lieu public où la personne gambade au point de vue pensée. Elle est happée par le regard, justement. Tout s'arrête à ce moment-là. Elle sait après, oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on voit là déjà le pouvoir concret. L'exemple que vous me citez est un exemple courant, comme il y en a d'autres. Il y a le fameux
le fameux exemple du téléphone, Oui. où on pense est à inquiet quelqu'un, parce que la tante Berthe n'a pas appelé, alors que la tante Berthe appelle régulièrement, puis Dieu sait si je suis intéressé, parce qu'il y a un héritage lourd à la clé, et que je suis en train vraiment de la caresser dans le bon sens du poil, la tante Berthe, et puis il n'y a que moi comme héritier. Bon, évidemment, c'est une boutade, vous l'avez compris, que je raconte. bien Et sûr. à ce moment-là, quand vous êtes inquiet, parce que d'habitude, elle appelle au moins tous les 3 jours, là, ça fait 4 jours, elle n'a pas appelé, puis vous dites, ah, tant pis, là, je vais quand même l'appeler. Alors qu'en fait, c'est elle qui prend les verres. Vous allez vers le téléphone, mais vous ne l'appelez pas. Mais vous avez lancé quelque chose de redoutablement efficace. Vous avez lancé, ça va au-delà d'une volition même, vous avez lancé un acte psy déjà. Vous allez vers le téléphone, vous retenez le phénomène. Et à ce moment-là, le phénomène explose. C'est une image aussi que j'emploie. Et là, la tante, elle va appeler. Alors, Et elle ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais je n'avais pas compté t'appeler quand même ce soir. C'est vrai, oui, je ne t'ai pas appelé hier ni aujourd'hui, mais je ne sais pas, j'ai eu besoin de t'appeler. Elle ne va même pas expliquer pourquoi elle appelle. Donc, il y a des magies, entre guillemets, dans la vie quotidienne comme cela, qui font qu'on utilise, comme Jourdain et sa prose, on utilise inconsciemment un peu des petits psys par-ci, des petits psys par-là, comme ça, qui nous, dans notre quotidien, qui nous titillent. Il y a d'autres exemples que je pourrais vous citer. Alors, il y a une belle chose, là, on a parlé de la bonne psyché, on va dire, hein, du bon pouvoir de la psychométrie. Mais il y a aussi, vous en faites part dans votre conférence, de la part d'ombre, la part sombre de la psyché, où par la pensée, on peut faire du mal à quelqu'un. Et vous faites référence d'une certaine façon à certaines personnes qui vont faire du mal à quelqu'un, par rapport à des sorts ou autres. En fait, les vaudous, etc., qui piquaient avec les poupées, étaient juste un instrument. C'était uniquement le pouvoir de leur pensée qui pouvait pourrir la vie de quelqu'un, disons-le franchement. Ça peut être l'influence à distance. Alors après, chacun l'utilise comme il le souhaite. Hein. Là, vous savez, je ne dis pas qu'on n'a pas de moralité en parapsychologie. C'est pas ça. Mais dans tous les domaines de la science, après, c'est laissé, l'éthique est laissée à chacun. Vous comprenez? Mais ça, oui, l'influence à distance, je peux vous assurer que c'est une réalité. C'est une réalité. On peut influencer quelqu'un. On peut lui provoquer des maladies à distance. Il y a un côté noir à la parapsychologie. Vous apprendrez des choses assez étonnantes. Et leur support, ce qu'on appelle les dagides, par exemple, avec les aiguilles qu'on met dans le... En général, on s'attachait à voir quelque chose... Quelqu'un nous a parlé d'un cheveu, des choses comme ça, de quelqu'un comme de la personne, pour amplifier les phénomènes. Mais ces gens-là ont comme support la magie noire, sous diverses façons, Voilà. etc. Quand ils pratiquent... On y est. Mais comme on peut pratiquer des choses hyper positives avec des objets familiers d'une personne qu'on aime et qu'on veut aider, hein, dans la souffrance, ça c'est clair. Et il se trouve que ces magiciens noirs, on va dire, et comme support, ont un certain apprentissage, une communication qui est faite par d'autres anciens qui sont dans un domaine noir, vous appelez le domaine noir, nous on appelle ça du psy négatif. Et, Je vous appelais ça comme ça, psy négatif, d'accord. Bah oui, c'est le psy D'accord. négatif. Nous, au lieu du psy positif, psy négatif. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quels que soient les supports qui sont très variés, il y a les médecines des Antilles qui sont particulières, les médecines de telles contrées qui sont... Voilà, les actions de magie. Voilà, mais c'est le support qui va amplifier et qui va mettre la personne, en l'occurrence... Dans un état de certitude que ça va un état fonctionner. de pouvoir extraordinaire. Alors, mais c'est pas les objets lui-même, les rituels, mais les rituels C'est la sont là. croyance qu'on y met. Il a une telle croyance au rituel qui va être dans l'évidence de son action. À un moment donné, vous dites que les photos argentiques transmettent une information qui est comme une empreinte unique, puisqu'on prend Plus jamais- riche. Voilà, plus riche que les photos numériques. On parle aussi de transcommunication avec l'audio. Est-ce que là aussi, on a le même défaut? Un enregistrement sur une bande magnétique aura plus d'informations qu'un enregistrement purement numérique sur un dictaphone numérique sans bande magnétique? Et surtout, pourquoi? C'est ce qu'on a constaté. Maintenant, il semblerait qu'on a des beaux enregistrements qui commencent à se faire sur les APN, les D'accord. appareils photo numériques. L'information y est quand même. Voilà. Mais il se trouve que... Bon, ça, j'ai connu quand c'était de la recherche, mais pareil, sous couvert
commission rogatoire, avec le Polaroid, vous avez des résultats extraordinaires, parce que l'information était captive, là, et présente, alors que les photos étaient pas plus nettes que l'argentique, bien au contraire. Polaroid n'a jamais fait des photos d'art, non, c'était sauf pas les extra, Polaroid mais- professionnels. Hein. Oui, Il oui, y a oui, pas les oui, oui. professionnels. Alors, comment ça fonctionne une empreinte sur une photo, quelle information elle obtient? Quelle information est imprimée sur l'image d'une personne? Parce que ça paraît un peu... Mais ça paraît extrêmement, là aussi, un peu d'une métaphysique, un peu à Voilà. la porte-pièce. En fait, non. Sur une photo, il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Encore une fois, plus la photo en définition est moins compressée, plus elle va être riche, elle va nous être utile. Les photos qu'on envoie sur le net ou par email, il ne reste plus rien pratiquement. Ouais. Hein. Donc il faut oublier. Hein. Mais des photos qu'on arrive à bien garder le maximum de pixels et tout, on peut travailler. Mais l'argentique, c'était merveilleux. Il y avait le Polaroid en premier, après l'argentique. Et puis, de nouveau, c'est intéressant. Il sort de nouveau des appareils à développement instantané qui vont être intéressants parce qu'il y a l'instantanéité, pas forcément une définition qui va être extraordinaire. Ouais, je n'en sais rien. On ne m'a pas soumis encore de C'est une sorte de d'APN travaux. avec imprimante Mais intégrée. il y a l'instantanéité, il y a une manipulation qui est très peu importante, et le papier imprimé sort tout de suite de l'imprimante. Il y a une imprimante intégrée à l'appareil photo. Alors, l'une des raisons, qui sont nombreuses, hein, de cette reliance qu'il peut y avoir entre chaque être humain sur notre planète, viendrait, j'ai beaucoup aimé ce passage assez poétique. Vous dites qu'on a tous le même âge. On est âgé de 13,7 milliards d'années. Alors, rassurez-vous, on ne va pas faire de l'astrophysique, mais il y a une chose qu'on semble oublier, mes chéris. D'abord, on a tous le même âge. Quoi? Il y en a qu'en doute? On a tous 13,7 milliards d'années. Nous sommes tous ici, chers amis, des particules élémentaires fondamentales, dites de matière, qui sont apparues après le Big Bang. Big Bang. Je le fais bien, hein? Big Bang. Bon. Alors, de ce Big Bang est apparu ce qu'on sait, les galaxies, etc., et y compris notre petite planète. Ça veut dire que, de facto, nous sommes tous reliés. Le projecteur, là, il est issu de cette matière d'origine, vous tous, au dernier recensement des particules. Oui, oui, c'est une image, bien sûr, mais toutes les particules qui nous composent, elles ont. Et on peut comprendre qu'il existe une reliance entre tous les êtres, qu'il existe une reliance entre donc le vivant, la matière, et que les travaux que nous pouvons faire, si on est en résonance, vont faire revivre des éléments qui apparemment n'auraient pas pu être remis en évidence pour soit aider, soit retrouver quelqu'un qui est disparu, ou soit pour son usage personnel. Il y a une relation qui existe, qui est indéfectible. Vous faites une analogie entre le téléviseur et les ondes cérébrales perçues. Donc, en fait, ça serait une question de syntonisation de tuner, d'avoir la bonne information quand on se cale sur une fréquence. Il faut juste trouver la bonne fréquence, selon vous. Dans les télépathies, je dirais que c'est important dans la communication d'un individu avec un individu. Il y a une syntonisation qui doit s'opérer. Dans les stages, d'ailleurs, je dis bien que ce sont des fenêtres. Quand on débute la télépathie, bien sûr, ce sont des fenêtres. Et ces fenêtres ne correspondent pas toujours au moment où l'émetteur il émet, la fenêtre de l'autre en face, le récepteur n'est pas forcément ouverte. Il y a des fois des petits décalages. Et quand on débute, la télépathie, elle n'est pas forcément permanente. Mais c'est formidable parce qu'on s'aperçoit dans ces stages qu'il y a des réussites étonnantes, quoi, pour des gens qui abordent pour la première fois la télépathie. Mais là aussi, on raisonne en forme pensée plutôt qu'une image qui arrive sur grand écran en HD. Votre savoir et vos connaissances, on peut aller sur votre site, avoir des dates pour des stages, des séminaires que vous organisez, des conférences, on peut vous retrouver. Oui, alors j'organise beaucoup moins de stages que j'aimerais, mais parce que donc je collabore beaucoup avec une société de médias,
de production, donc pour des documents, des expertises, etc., des assistants de réalisation sur des documentaires, ou de temps en temps simplement pour des films ou des extraits de films que l'on fait sur mes travaux. Et puis j'ai des livres aussi, communiqués par l'écriture aussi, c'est important. J'ai commis 8 ouvrages, dont 2 encyclopédies. Et voilà, c'est un travail merveilleux, parce que communiquer aussi comme cela. Et puis quand je peux faire des stages, je les fais. Quand je peux aussi donner quelques consultations, malheureusement pas autant que je le souhaiterais. Mais j'ai fait un choix, c'est celui de faire un prosélytisme de bonne aloi sur la parapsychologie. Parce que je n'aurai pas une vie éternelle, mais je suis dans une forme un peu étonnante par rapport à mon âge et par rapport à ce que je viens de vivre. Je trouve qu'il faut, tant que je peux le faire, que je puisse faire ce beau partage, parce que je reçois beaucoup. Attention, je suis un égoïste profond. Je fais ces stages, mais c'est parce que je reçois énormément et que je prends un plaisir absolument fabuleux. C'est ça, vraiment. En tout cas, le témoin semble se transmettre. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre Girard. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu la gentillesse de me laisser m'entretenir avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est la démonstration, la non-séparabilité des particules, quand elles ont été collées, elles sont indissociables. Quelle que soit la distance, ça peut être des millions de kilomètres, ou là, comme la Genève, avec le physicien Guisin, qui a fait entre 13 kilomètres, il a prouvé que les particules, une fois qu'elles sont collées, quand on donne une information à une particule, la particule peut être à des millions de kilomètres. Elle a la même information. Il n'y a même pas une notion de temps, de distance, c'est instantané. C'est une non-séparabilité. Et Einstein, qui avait été à l'origine de ce paradoxe, avait dit « Je ne peux pas admettre que ça soit vrai ». Ça voudrait dire que la télépathie... Moi, j'ai un facsimilé d'une lettre d'Einstein, qui ne m'est pas adressée, vous l'avez compris, mais qui est adressée au docteur Sinclair, si ma souvenir ne me trahit pas. Et il lui dit « Je suis obligé de croire à la télépathie, sinon ». C'était interpellé, mais il dit « Vis-à-vis de mes confrères, je ne peux pas trop admettre cela ». Et c'était quand même un Einstein un peu vieillissant, qui ne voulait plus trop se mouiller. Mais c'est lui qui est à l'origine du paradoxe, qu'il a toujours refusé. Et un physicien qui s'appelle Olivier Cossard-Bourgac, qui a fait l'immense honneur de postfacer 2 de mes ouvrages, quel grand physicien, a mis au point un prototype. Il fallait le faire pour démontrer, avec Alain Aspect à Orsay, en 1982, que, effectivement, le paradoxe d'Einstein était vrai et que les particules étaient non séparables. Eh bien, merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Ce mois-ci, vous êtes gâtés puisqu'il n'y a pas moins de 7 interviews qui vous attendent, dont 3 Québécois, Guy Corneau, qui nous raconte son parcours avec la maladie, son rapport avec elle, et puis comment il s'est soigné, comment il a été sauvé aussi. Les enseignements de Pierre Le Sahar, les enseignements de Maître Saint-Germain, avec du channeling. Vous verrez, c'est très très intéressant. C'est un homme au cœur pur, avec une sincérité assez rare. Aussi, Pierre Sévigny, le 3e et dernier Québécois de cette saison, pour parler de son livre « Les clés du secret », mais pas que. Il y a dans son enseignement des stages qu'il propose et nous explique les secrets de l'univers et surtout la loi de l'attraction, comment la faire fonctionner. C'était le sujet de sa conférence. Un parapsychologue, Jean-Pierre Girard, capable d'agir par la pensée sur la matière, de la télékinésie, de la psychométrie. Vous verrez tout cela en détail en suivant son interview. Et puis, on terminera avec 2 physiciens ce mois-ci aussi, avec Philippe Guimand, qui nous explique la physique de la conscience, avec les synchronicités. Il essaie de poser les bases physiques, fruit de nombreuses années de recherche très personnel de sa part, une véritable rencontre au sommet avec ce chercheur multicasquette. Un autre aussi, chercheur multicasquette et qui porte le même prénom, Philippe toujours, mais cette fois Bobola. Le célèbre Philippe Bobola que je tenais tant à interviewer, eh bien c'est chose faite aujourd'hui sur le dédoublement. Voilà, j'espère que vous allez apprécier toutes ces interviews. Je lance ce mois-ci pour la première fois un Tipeee où vous pouvez évidemment me soutenir si vous appréciez mon travail. Votre soutien peut être précieux parce que je compte monter en qualité et puis ça prend du temps aussi, je prends ça sur mon temps et je le fais bénévolement. Donc si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à tiper en cliquant sur ce lien et je vous en remercie par avance.
Je vous remercie à tous, bon visionnage et à bientôt.